Eh bien voilà, toujours la lecture de, de l'avant-propos du site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité, notre humanité, l'ensemble des hommes, évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, une perfection technique, voilà, sociale, technique, etc. C'est-à-dire un monde qui a vraiment résolu ces problèmes énergétiques polluants, etc. Plus du tout de choses comme ça, des relations humaines complètement apaisées, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme. Alors autant dire que ça concerne euh, l'humanité future et pas dans un futur très proche. Mais bon, c'est une question de peut-être de siècles simplement. On a fait déjà la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des primates, où nous avons quitté le royaume de les lois de la nature pour les lois de la culture. Donc à ce moment-là, euh, entre ce moment-là, je veux dire, et puis aujourd'hui, on peut mesurer le chemin que l'humanité a parcouru. Et sans savoir vraiment ce qu'elle faisait, donc de façon un peu désordonnée, violente, etc. On n'avait pas de plan, on a évolué de façon tout à fait intuitive, mais dans cette intuition, on est arrivé à ce que nous sommes. C'est assez exceptionnel. Voilà. Et donc, pour démontrer cette théorie, euh, j'ai fait ce site dans les années 2000 environ. Et donc là, je vais continuer la lecture de cet avant-propos, l'humanité comme œuvre d'art. Et je prends pour exemple l'évolution du travail de la Joconde de Léonard de Vinci. Et voilà. Donc, je vais reprendre la lecture où je l'avais. C'est alors, donc, l'humanité est une œuvre d'art. Pour comprendre ce point de vue, nous allons comparer l'évolution humaine à la lente élaboration d'une œuvre d'art. Nous utiliserons pour cela une des œuvres les plus emblématiques de l'art occidental, la fameuse Joconde de Léonard de Vinci. Alors, transportons-nous par exemple à Florence en 1503, dans l'atelier du peintre déjà célèbre Léonard de Vinci. Imaginons qu'un badaud toscan, ignorant tout de la peinture, pénètre dans le laboratoire de l'artiste, dans l'atelier de l'artiste, quoi, et se retrouve seul en présence de la toute première ébauche de la Joconde sur le bois de peuplier qui a servi de support au portrait. Quelques traits au fusain décrivent les grandes lignes du futur chef-d'œuvre. Qu'aurait bien pu se dire ce béotien? Comment aurait-il décrit ces quelques traits brisards dispersés çà et là comme au hasard? Un gribouillage sans importance, quelques graffitis vides de sens et d'avenir. Et quand on sait que on a retrouvé des tableaux dans des poulaillers, des tableaux de, je ne sais pas si c'est pas Vincent Van Gogh, et de grands artistes comme ça qui servaient à cacher un truc. Bref, euh, on voit que voilà. Bon, bref, c'est une anecdote inutile. L'esquisse est une étape nécessaire. Impossible en effet pour un profane de concevoir la finalité de cette esquisse. Impossible de prévoir le résultat final de ces traits préliminaires, ni bien sûr d'en imaginer l'extraordinaire destin et l'importance pour l'humanité. Et nous sommes aujourd'hui encore dans la position de ce profane face à la finalité de l'évolution. Oh, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Eh bien, face à la finalité de l'humanité,
nous sommes aujourd'hui dans la même position que ce profane face à la fin dernière du tableau de Leonardo. Il faut un commencement à tout. Ces quelques marques éparses étaient pourtant fondamentales. Chaque coup de crayon, chaque repentir, chaque tâtonnement était nécessaire pour au chef-d'œuvre. La moindre erreur, la moindre rectification opérée par Léonard de Vinci était vitale pour la création de la Joconde. Autrement dit, dans l'exécution d'un chef-d'œuvre, chaque étape est parfaite au présent tout en étant perfectible. Et l'évolution de l'humanité et sa finalité sont un chef-d'œuvre. Le portrait achevé, écrit Bergson, s'explique par la physionomie du modèle, par la nature de l'artiste, par les couleurs délayées sur la palette. Mais même avec la connaissance de ce qu'il explique, personne, pas même l'artiste, n'eût pu prévoir exactement ce que serait le portrait, car le prédire eût été le produire avant qu'il fût produit. Hypothèse absurde qui s'est détruite elle-même. Ainsi, pour les moments de notre vie dont nous sommes les artisans, chacun d'eux est une espèce de création, et de même que le talon du peintre se forme ou se déforme, en tout cas se modifie sous l'influence même des œuvres qu'il produit, ainsi chacun de nos états, en même temps qu'il sort de nous, modifie notre personne, étant la forme nouvelle que nous venons de nous donner. Évidemment, voilà, là par exemple, je suis un tout petit peu différent de ce que j'étais avant de recommencer la lecture de cette page écrite il y a 20 ans, voilà environ. Et ça m'a remis quelque chose de plus dans l'esprit, ça a ouvert mon esprit à de nouvelles choses, etc., etc. Donc l'humanité est un chef-d'œuvre. L'erreur est humaine, elle est fondamentale. L'homme parviendra à saisir l'œuvre qu'il élabore. Alors ça, voilà, je l'ai précisé dans la vidéo précédente. Nous avons fait ce parcours, je ne sais pas, admettons 50 000 ans, peut-être davantage, depuis que l'homme a commencé à se poser des questions, à développer son langage, sa dextérité, son outillage, etc., etc. Alors, il faudrait que je me renseigne exactement pour savoir quand, mais bon, voilà, il y a des dizaines, ou peut-être des centaines de milliers d'années. Donc, on peut voir tout le travail qui a été accompli par l'ensemble des hommes, hein, parce que finalement, c'est maintenant que nous nous rendons compte que c'était un travail absolument commun, où chacun était absolument nécessaire. Et voilà, il y en a qui dont on ignorait complètement l'existence, et eux ils ignoraient la nôtre. Ceux qui sont allés vivre dans le désert, ceux qui sont allés vivre chez les Inuits, il y a 500 ou 1000 ans, on ne se connaissait pas. Il y a 2000 ans ou 1500 ans, voilà, on ne connaissait pas ceux qui habitaient sur le continent américain et réciproquement. Donc, c'était un travail comme ça, commun. On a dû aller explorer tous les, en partant d'une petite troupe de primates, on s'est multiplié, comme le dit la Bible, et puis on est allé coloniser, en somme, chaque recoin de l'humanité, s'adapter à chaque recoin, comprendre chaque recoin. Et puis à un certain moment, alors une fois qu'on s'est étendu partout, à un certain moment, on a on est revenu vers l'unité. Voilà, on est repassé, on a fait, plusieurs tribus sont devenues des cités, plusieurs cités des pays, plusieurs pays des nations, etc. Et puis on est parti à la découverte et on arrive maintenant à la porte de l'universalité. Bien entendu, c'est pas parce que nous sommes à la porte de l'universalité que nous arrivons
à la perfection parce que nous évoluons encore avec beaucoup d'inconscience. La guerre, voilà, démontre à quel point nous n'évoluons pas de façon consciente. Et, euh, et en osmose, on perd beaucoup de temps parce que si on était, au lieu d'aller se déchiqueter et détruire pour reconstruire, on pourrait vraiment décider de mettre notre énergie. Évidemment, on pourrait, un adolescent pourrait être déjà un adulte. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Donc, un adolescent pourrait très bien être, voilà, on pourrait penser qu'un adolescent pourrait être un adulte. C'est pas le cas. Il doit être dans l'inconscience de l'adolescence. Eh bien, on est encore dans cette inconscience-là. Mais on n'est pas loin de prendre conscience de notre sens. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire. Alors, l'homme parviendra, et donc j'avais écrit ça à cette époque, et donc j'étais conscient déjà de. Mais toute la mécanique universelle s'est écrite cette théorie, elle s'est écrite en un an, quoi, quelque chose comme ça. Ça a été une fulgurance, un truc assez incroyable. Donc, l'homme parviendra à saisir l'œuvre qu'il élabore. L'œuvre d'art achevée est le fruit d'une multitude d'étapes de construction. La Joconde a nécessité une quantité de degrés pour devenir l'œuvre finale, suffisamment satisfaisante pour son créateur. De la même façon, toutes les étapes de l'humanité étaient nécessaires pour devenir ce qu'elle est. Il fallait franchir de nombreux paliers pour transformer un primate naturel en l'homme actuel. Chaque phase d'élaboration est nécessaire. Toutes les phases historiques ont fait l'humanité telle qu'elle est. Préhistoire, histoire, langage, dextérité, invention, formation des cités, des empires, des grandes religions et des républiques, naissance de la démocratie, etc. Toutes ces étapes furent fondamentales. Et sans compter les rencontres intercommunautés, inter-ethnies, voilà, continentales. C'est hallucinant ce qu'il a fallu faire. Et bien sûr que si on avait pu le faire, si on avait pu aller à la rencontre les uns des autres sans violence, avec amour et avec voilà, ça aurait été parfait, mais c'est pas le cas. Ça marche pas comme ça malheureusement. Et des deux côtés, la responsabilité, elle est. C'est pour ça que la guerre en Ukraine, elle est responsable. Les responsabilités, elles sont autant du côté américain que du côté russe, parce que les autres, c'est juste des, 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 des figurants, malheureusement. Ce sont les victimes de ce conflit. Mais en réalité, le conflit, il est entre une puissance qui ne veut pas perdre la toute-puissance, parce que c'est comme ça, parce que c'est difficile pour tout le monde, et parce que nous sommes des anciens primates. Et donc, ça décline complètement de notre primatitude. Le primate dominant ne peut pas, n'a pas les moyens d'accéder à sa conscience pour partager le pouvoir, pour dire de façon consciente, bon, on va partager le pouvoir, c'est inutile de se battre, ok, voilà, à la limite, on se bagarre sur d'autres trucs pour garder notre énergie au niveau sportif, pour avoir la niaque, mais on arrête de se battre comme sur ces choses-là, ça sert à rien. Mais ça marche pas comme ça, les primates, ben, le dominant, il lâche pas prise tant qu'il n'est pas renversé. Donc il va rester, résister, etc. Et c'est ce qui se passe. Il y a les prétendants qui disent aux dominants, on veut partager le pouvoir, on veut quelque chose de multipolaire, on veut plus ce monde-là, on veut vraiment quelque chose qui, on veut passer sur l'ONU, quoi, hein, sur le système, sur un système onusien en somme, sur un système universel. Et le dominant actuel dit non, moi je veux pas. Et, enfin, voilà, même s'il dit qu'il veut, il a peur de lâcher prise et de se faire dévorer. Il a peur de, voilà, il est dans sa paranoïa.
Et on en arrive à ce que nous sommes. Voilà. Alors, aucune période de notre aventure ne peut être retranchée de ce qui fait ce que nous sommes. Période de paix ou de guerre, de bonheur ou d'horreur, on construit l'humanité actuelle. Et c'est là où le, le passé, on est obligé de le juger pour dire que il faut plus jamais ça. Mais il ne pouvait pas se faire autrement que comme il s'est fait, puisqu'il s'est fait comme ça. Et c'est ça qui est tragique dans cette évolution. Et c'est ça que l'humanité doit dépasser pour comprendre son sens. Et c'est dans une des vidéos que j'ai écoutées justement à propos de et que je vais travailler dans la foulée, je pense, de cette lecture, de ces lectures-là, sur France Culture, et je crois que c'est sur les chemins de la philosophie, un truc assez ancien, à propos de, de Schopenhauer, d'Arthur Schopenhauer. L'intervenant, un prof de philo ou un philosophe, disait à propos de ce Schopenhauer que- que- qu'il ne comprenait pas plus ou moins pourquoi Schopenhauer essayait, justifier finalement le mal. Et lui disait, et je pense qu'Hegel a fait la même chose, justifier le mal. Pas le justifier, mais essayer d'expliquer sa présence. Voilà, la présence du mal. De toute manière, c'est le boulot du philosophe. Le philosophe, c'est essentiel de comprendre pourquoi il y a le mal, parce que c'est ce qui empêche toute compréhension de notre évolution en réalité. Et donc, ce professeur actuel, là, ou ce philosophe, je ne sais pas qui c'est exactement, disait, je ne suis pas d'accord avec Schopenhauer, il y a des mots, il y a du mal qui est irréductible, et il faisait sans doute référence, bien entendu, à ce qui s'est passé au XXe siècle, avec la Shoah, avec voilà, des crimes qui sont hallucinants et qui sont injustifiables, évidemment. Mais, eh bien, ils ont été vécus par l'humanité. Et malheureusement, il faudra comprendre pourquoi ils ont été vécus. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Si on veut sortir de de, de, de ce mécanisme, il faudra analyser exactement comment les choses se passent pour ne plus jamais reconnaître ça. Et on voit bien que ça n'a pas été analysé correctement. Et donc, on ne peut pas rester sur l'idée, euh, c'est des mots qu'on ne peut même pas réfléchir en somme. On voit bien que c'est un problème de faire ça, puisque derrière, il y a eu d'autres génocides qui se sont faits. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris dans le mécanisme du génocide. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'humanité aura à comprendre. Je continue. Mais cette vision pragmatique de l'évolution humaine ne doit en aucun cas servir à justifier l'injustifiable. Il est fondamental de combattre les actes négatifs de l'humanité. Il est indispensable de juger certains événements passés comme s'ils étaient inutiles et superflus, même si dans la réalité tout devait se réaliser, puisque tout s'est réalisé ainsi. Le seul drame que l'humanité peut infléchir Les seuls drames que l'humanité peut infléchir sont les drames à venir. Ce qui a été passé, on ne peut pas le refaire. Ce passé, on ne peut que le comprendre pour se préserver de leur retour dans l'humanité. De l'erreur nécessaire. Les erreurs et rectifications du peintre toscan étaient donc nécessaires. Elles font partie des matériaux de construction du chef-d'œuvre du Louvre. De la même manière, les erreurs de l'humanité appartiennent intégralement à son évolution. Elles sont nécessaires à sa progression vers l'ultime perfection. Ainsi donc, chaque moment de la lente évolution humaine est parfait tout en étant perfectible. Parfait puisqu'il ne peut être autre et perfectible puisqu'il est toujours suivi par une progression. Le devoir de juger le passé, l'insatisfaction chronique. L'humanité ne peut être plus évoluée que ce qu'elle est au présent. Mais nous devons penser l'inverse pour être contraints de travailler à son évolution.
on doit penser que l'humanité, elle est, elle pourrait être mieux que ce qu'elle est, voilà, à ce moment. Elle ne peut pas l'être plus, puisqu'elle est comme ça. Mais on doit absolument le ressentir, le penser le contraire et penser que pour pouvoir travailler, lutter contre les injustices, contre la violence, contre tout ce qui est dérangeant dans cette humanité. Et donc on ne doit pas, justement, se contenter de justifier parce qu'il y a plus de justification finalement dans des philosophes comme Nietzsche plutôt que dans le saint qu'il combat en somme, qui veut détruire le mal. Voilà, c'est le travail de destruction du mal, c'est même s'il est exagéré, même si voilà, là en ce moment il y a il y a de la bagarre contre le wokisme qui voudrait lutter contre toutes les injustices et faire tomber tout un tas d'icônes, aller très vite en fait pour la restauration de ce qui a été les, mal, tout ce qui a été affreusement vécu par exemple, la communauté noire, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui doivent être restaurées, c'est clair. Il y a une sorte de désir d'accélérer les choses. Euh, et donc, il y a une résistance à cette chose-là. Mais en même temps, eh ben voilà, ce wokisme, il est essentiel pour l'évolution de l'humanité. Mais c'est aussi essentiel qu'il y ait les réactions qui l'empêchent d'aller trop vite pour que ça soit supportable par l'évolution de l'humanité, peut-être, puisque ça se passe comme ça. Donc, le réactionnaire et le progressiste sont deux, deux, deux ouvriers de l'humanité. On va vers le progressiste, c'est le progressiste qui a raison, mais le réactionnaire est fondamental pour faire évoluer l'humanité, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est là où on doit rentrer dans la complexité des choses, mais sans aller faire l'apologie du mal, sans aller justement, voilà, on n'a pas à faire l'apologie, et d'ailleurs comme Nietzsche a pu le faire, l'apologie du guerrier insensible qui n'a pas de pitié, même si l'autre lui réclame de la pitié, par exemple. On peut, on n'a pas à faire ce type d'apologie ou quoi que ce soit. Voilà. Ce qui est normal, en somme, c'est d'être horrifié par le mal. Voilà. Que la pensée inverse, qui dise le mal est là ou voilà, qui soit dans la fatalité, je ne sais pas, c'est nécessaire, c'est là. Mais ce qui est normal, c'est d'être horrifié par le mal et donc de travailler à son anéantissement. Et ça, c'est ce qui conduit l'humanité à son ultime perfection. On n'échappera pas à cette ultime perfection parce que on est horrifié, on est le plus grand nombre de l'humanité, la majorité humaine, est horrifiée par le mal. Voilà. Et donc, lutte contre. Même si le mal a encore du pouvoir, encore, voilà, il est là, et ces insensibles qui peuvent utiliser les êtres humains comme des chairs à canon, eh ben, ils sont là, ils existent, on est encore sous leur coupe, évidemment, mais il y a du sens derrière ça, et ça va conduire à une évolution supérieure. Voilà, ben, je vais le faire en trois pôles alors. Qu'est-ce qui reste là? Oh là là, c'est dommage, hein, mais bon. Euh, ouais, ben je vais le faire en trois vidéos parce que ça va faire trop long. Merci de votre écoute, à bientôt.